qu'on doit livrer. 24 hours later. Donc aujourd'hui, on va parler spécifiquement de ce qui est bien vu et mal vu dans les arts martiaux. Vous savez que les arts martiaux, c'est une communauté très spéciale et qui peut parfois être très très spéciale. C'est-à-dire au niveau de ce qui est toléré et pas toléré. Alors, bien sûr, on ne se le dira jamais en face, mais c'est comme dans tous les groupes, dans tous les courants de pensée, dans toutes les communautés. Il y a des choses qui sont bien vues et des choses qui sont mal vues. Voilà. Donc, par exemple, être jeune dans les arts martiaux, Marvin. Je sais pas, vous pouvez apparemment nous en parler plus. Je ne sais pas si vous avez eu le même ressenti quand vous avez débuté, mais moi, quand j'étais jeune, après, j'ai commencé à donner des cours plutôt jeunes, mais quand j'ai commencé, on m'a vraiment, je sentais de la réticence et vraiment quelque chose de malaisant quand je faisais mes cours, quoi. Il y en avait des anciens d'autres disciplines qui venaient pour parler sur le côté ou des choses comme ça. Ça n'a pas empêché mes cours de fonctionner, hein, mais voilà, il y avait quelque chose de malsain, ouais. Et puis même aujourd'hui, il y a des gens qui viennent sur YouTube, sur les vidéos. Alors souvent, pour l'instant, ils ont la gentillesse de le faire en privé, mais qui m'envoient des messages très agressifs parce que je suis jeune et j'ose aller poser des questions à des gens qui ont 40 ans d'expérience. En plus, tu n'as pas 40 kilos de muscles. Ouais, voilà, en plus, tu n'as pas une grosse voix. Et puis tu as des cheveux, t'es pas chauve, mec. Ouais, non, mais c'est clair. Ouais, donc je suis mal barré. Je pense que je vais arrêter YouTube. Je vais arrêter les arts martiaux, d'ailleurs, c'est pas fait pour moi, apparemment, j'ai pas le droit. Non, tu vois, moi, ça va, j'ai pas trop de tacle sur ça, sur mon côté jeune, ça va, ça, j'ai pas ce truc-là. C'est vrai que sur ça, je suis assez protégé, on va dire. Là, j'ai pas trop on va dire tant mieux. Mais méchants garçons qui viennent. Ans, Julien. T'inspires. Non, mais c'est vrai, après avoir fait l'épisode avec toi, j'ai dit, on dirait un vieux maître de 50. Comme quand il parle, comme la façon que tu parles, très posé, très dans la sagesse. Ouais, tu dégages pas ton âge. Je te dis ça comme ça. D'accord. Merci. Ouais, c'est un compliment. Ouais, merci. Vieux, on va vous laisser. On dirait un vieux. Non, mais merci, c'est gentil du compliment. Ouais. Du coup, c'est vrai que c'est compliqué d'être jeune et de dire, par exemple, si on t'appelle maître alors que tu as moins de 40 ans, il y en a qui te regardent de travers, quoi. Encore une fois, on avait parlé du mot maître la dernière fois, qui est un peu un mot à tiroir et ça est mal vu. Voilà. Ouais. Dans les arts martiaux, de se faire appeler maître, c'est mal vu. Alors que mon fils, moi, il appelle toujours, je dis toujours ça, mais mon fils, il appelle son prof, il appelle maître dans l'école primaire. Le maître, il a dit quoi, etc. Donc, voilà. C'est vrai que ça peut être complexe. C'est vrai qu'on a cette image qui est implantée en nous, je crois, cette espèce d'éducation pop, qui est que tous les maîtres sont vieux, sont chauves, ont des moustaches. Oui. Moi, je vois des fois quand je présente un maître, que ce soit dans des personnes qui viennent me parler en privé ou dans des stages, tout ça, je vais présenter ce maître-là. Par exemple, c'est un jeune Européen, va avoir moins d'impact sur on va dire, l'intention que les gens portent. Si je dis, voilà, ce maître-là, c'est qui ? Il s'appelle comme ça, il a tel âge. Ça doit être un maître. Ouais, mais aussi bien, il n'est pas moins maître, on va dire, que le jeune Européen de 40 ans qui... Donc, c'est vrai qu'on a ce truc-là, le stéréotype, peut-être, je ne sais pas d'où, que le maître, il est forcément vieux, âgé, avec la barbe, un pseudo Yoda, je sais trop quoi. Après, il y a un problème de dire qu'on n'a pas envie de prendre des conseils de la part de quelqu'un qui a notre âge, qui n'est pas trop loin de nous. Plus jeune. Voilà, Mais tu vois, ça, mon co-animateur Jérémy l'a expérimenté, il en a parlé souvent sur des épisodes. Lui, il a commencé les arts martiaux à 5 ans. Rendu au début de sa vingtaine, il ouvrait sa première école. Donc, il m'a dit, tu vois, moi, carrément, dans les premières années, j'avais pas d'adultes. J'avais que des enfants, des adolescents. Parce que les adultes qui rentraient, ils voyaient un adolescent, entre guillemets, enseigner. Donc, ils voulaient pas. Pourtant, cet adolescent-là avait 15 ans d'expérience. Donc, je pense que l'âge n'est pas vraiment important. Ce qui est important, c'est le travail puis la qualité de l'enseignement. Parce que, tu vois, moi, j'étais un jeune vieux. J'ai commencé les arts martiaux au début de ma trentaine. Et puis, j'avais l'air d'un adulte. Mais par contre, en termes de nombre d'années, je n'avais pas 20 ans. Mais moi, ma mentalité avec ça, c'est de me dire je vais travailler 2 fois plus fort pour être aussi solide et pertinent que... pas que si j'avais eu 20 ans, mais je veux dire que pour que les élèves aient de la qualité d'enseignement, j'ai travaillé 2 fois plus fort.
Donc, c'était un peu ça la mentalité. Je pense que l'âge n'est pas vraiment important, non. Honnêtement. Je suis 100% d'accord sur le fait que l'âge ne soit pas important, mais par contre, c'est ce que je disais, c'est le fait, la perception qu'on en a. 100%. Et tu dis quelque chose qui est hyper juste aussi, c'est-à-dire que c'est pas parce que quelqu'un aurait pratiqué 50 ans ou 60 ans un art qu'il est forcément un maître ou quelqu'un de très bon. Enfin, je vais peut-être paraître hautain ou quoi, mais j'ai vu des gens qui avaient fait 50 ans de pratique, je suis désolé, quand je les vois pratiquer, je me demande ce qu'ils ont pratiqué. Alors, je ne juge pas les pratiques des gens, mais quand ils viennent te donner des conseils et que tu vois qu'ils n'ont pas d'équilibre du tout, qu'ils ne dégagent aucune puissance ou qu'au niveau du timing, la distance, il y a un problème, alors, chacun pratique pour ce qu'il a envie et voilà, je respecte énormément. Mais il faut à un moment dire ce qui est, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a fait 60 ans de pratique qu'on est un maître. On peut être le vieux moustachu en haut de la montagne et raconter des conneries, et on en a vu plein. Et c'est aussi quelque chose, dans le monde des arts martiaux, on en parlait tout à l'heure en off, les gens se couvrent les uns les autres. Et si on sait qu'il y en a certains, s'ils savent que lui, il raconte n'importe quoi, même s'il raconte par exemple des choses dangereuses pour ses élèves, on va peut-être pas dire du mal parce qu'il est bien vu, parce qu'il a fait son trou. Ouais. Ouais, mais après, pour revenir sur ce que tu disais, c'est vrai que on parle des fois, on met un peu en mode CV, j'ai 30 ans de pratique, j'ai 20 ans de pratique, mais qu'est-ce que c'est que ces années de pratique? Tu mets 30 ans de pratique avec un cours par semaine, ou voilà, parce que ça change complètement entre quelqu'un qui a 30 ans de pratique, 60 ans de pratique avec un cours par semaine, et quelqu'un qui a 20 ans de pratique avec 12 heures d'entraînement par semaine. Voilà, des fois, il faut mettre le truc, il y a 30 ans de pratique avec tant d'heures par semaine. Il y a une autre chose aussi, un autre aspect que je trouve qui est négligé beaucoup dans ce débat-là, dans les arts martiaux, c'est la qualité humaine de l'enseignant. Parce que c'est pas parce que tu as 30 ans d'expérience en arts martiaux que tu es un bon prof. Ça, il faut arrêter. Puis à l'inverse, je veux dire, tu pourrais être champion du monde puis être nul comme enseignant. Ça n'a aucun rapport. Les bons compétiteurs ne sont pas forcément des bons profs. Il y a une des interviewées dans le dernier podcast qui le dit. C'est Gwendoline Phillips, il me semble, qui le dit dans un de tes podcasts. Ah, ça a frisé. Oui. Gwendoline nous disait, moi, je ne veux pas vraiment enseigner, ça ne m'intéresse pas, puis c'est correct. Là. Ah, ça frise. Des attentes par rapport à un élève qui aurait de la difficulté. Ça, c'est quelque chose que j'ai entendu souvent chez des gens qui aiment beaucoup la compétition, dire moi, les élèves qui ont du mal, qui ne comprennent pas vite, ça m'énerve. Ben, c'est fondamental. Si tu n'es pas capable d'enseigner à quelqu'un qui a de la difficulté, laisse tomber. Là. Donc, ça, c'est une chose aussi. Puis, c'est ce qui, je pense, moi, en fait, ce qui me donnait ma confiance, c'est que l'enseignement puis le côté pédagogue, je pense que je l'avais déjà en toute humilité. Fait que quand je suis arrivé là-dedans, je pense que ça m'a beaucoup aidé parce que j'étais capable d'expliquer les choses, puis d'être compréhensif, puis de transmettre ma passion, en fait. Puis je ne suis pas arrivé là-dedans, étant donné que j'étais un jeune vieux, en faisant semblant que j'avais 20 ans ou 30 ans d'expérience et je connais tout et ce que je te dis, c'est la vérité. Non, attends une minute, tu me poses une bonne question, je te reviens là-dessus, donne-moi quelques jours, je creuse la question puis je te reviens. Il faut arrêter là, ça aussi avec... je suis un maître puis j'ai la vérité en toute chose. C'est quelque chose qu'on a discuté, nous, dans notre dernier épisode, dans la table ronde qui va sortir. L'Internet fait en sorte que tes élèves, là, s'ils ont une question, là, ils googlent le truc et ils trouvent la réponse eux-mêmes. Donc, si tu leur dis n'importe quoi en faisant agir la vérité, ben, ils vont chercher puis ils peuvent te contredire puis peut-être qu'ils ont raison. Donc, tu as intérêt à rester ouvert d'esprit, à rester humble et arrêter le personnage du professeur qui a la vérité en tout. Mais oui, rester avec l'esprit ouvert et débutant. C'est creuser sa tombe parce qu'au bout d'un moment, en fait, ces gens-là, au bout de quelques années, ils vont partir. Ben voilà. Et voilà. Moi, j'ai commencé à 15 ans à donner des cours. Quand j'ai commencé, en fait, les arts martiaux réellement, parce qu'avant, j'en faisais vraiment très dilettante. Et quand j'ai vraiment commencé, mon père, il m'a dit, viens me donner un coup de main. Et puis moi, je venais donner un coup de main. Et lui, il m'a dit, fais l'échauffement. J'ai dit, ok, mais moi, je suis venu donner un coup de main. Je suis pas venu faire un échauffement, prendre en charge des gamins, quoi. Donc, j'ai commencé à 15 piges, on m'a foutu devant, et sors-toi les dos du cul, fais-le, quoi. Et là, c'est ce moment-là, je me suis dit, soit t'es prof, soit tu sais pas faire. Donc, il t'a donné les clés,
ben, ouvre, prends le truc. Ouais. Enfourche la moto et va-t'en dans le lointain. Et non, mais du coup, ça a vraiment été un déclic. Et vraiment, avec ces cours enfants-là par lesquels j'ai commencé, j'ai vraiment, c'est là que je me suis dit, moi, j'ai vraiment la fibre pour enseigner, pour transmettre quelque chose. Et après, les enfants, c'est intéressant parce qu'on peut expérimenter son autorité sur les enfants. Ouais. Ah Mais oui. pour moi, ouais, être un bon enseignant martial, il faut être autant passionné par son art que par la transmission de ses techniques et de ses valeurs. Oui, pour moi, un fondamental. enseignant, c'est quelqu'un qui adore être sur les tatamis, enseigner, apprendre aussi. Parce que, continuer à apprendre, pour moi, c'est ça, un sensei, un maître. Pour moi, c'est ça, c'est quelqu'un qui est... il a quel âge? 80 ans? Mais attends, il est en train de suivre un cours. Bah oui, ça ne le perturbe pas de suivre un cours. Et pourquoi c'est un cours, la personne, c'est un 5e dan, et lui, il est quoi? 8e? Et il suit le cours. Bon, bah voilà, là, c'est un maître. Voilà. C'est plutôt d'avoir une connaissance de ce qu'on sait et de ce qu'on ne sait pas. Ça, c'est être, une bonne personne, potentiellement un maître. Parce que ça, souvent, ça arrive. Hein, ce qu'on ne sait pas. de voir des maîtres qui invitent ou qui font des stages et qui, eux, sont gradés, bah, ils restent sur le côté. Et ils regardent. Pour moi, non, vraiment, le maître, c'est celui qui est au milieu avec ses élèves. Et bon, bah voilà, on fait le stage avec... Je l'ai invité, bon, bah, je fais le stage avec vous. Et pour moi, c'est ça aussi. Mais on peut apprendre de tout le monde. Hein. Je reviens Mais tout à oui. l'heure. C'est vrai que j'ai peut-être été un peu virulent quand je dis il y a des gens qui ont 60 ans de pratique. Tu vois mal être virulent, Marvin. Non, mais c'est pour l'exemple, ça va. Oui, on peut apprendre de tout le monde. Je te rejoins. Par contre, il y a un point sur lequel je voulais rebondir, c'est-à-dire la pédagogie. Je pense que c'est même plus important pour un enseignant aujourd'hui d'être bon, enfin depuis toujours, d'être bon pédagogue que d'être pratiquant tout court. Parce qu'il y a des enseignants d'équipes de judo, par exemple, qui n'ont même d'équipes internationales qui sont partis au JO, je crois que c'était au Mexique. L'entraîneur ne faisait pas de judo, mais il a entraîné une équipe qui est partie au JO parce qu'il savait entraîner les gens et il avait compris les principes. Alors, je ne sais plus de quelle discipline il venait, mais il avait compris des principes qui sont universels et il avait réussi à les adapter à ça. Bien sûr qu'ils avaient que alors je crois que c'était l'équipe féminine, donc les filles avaient des entraînements techniques après avec des spécialistes techniques. Mais le gros de l'entraînement, c'était quelqu'un qui n'était pas judoka. Et je pense que quelqu'un qui n'est pas judoka, mais qui va savoir motiver les gens, qui va savoir leur montrer les clés, qui va leur donner les clés pour avancer, est plus à même de permettre la progression des élèves que quelqu'un qui n'est pas qui est pratiquant mais qui n'est pas pédagogue. On en voit plein des champions du monde. Moi, j'ai assisté à des stages avec des champions du monde où je me dis ouais, il sait faire un truc, mais je sors de là, j'ai rien appris. Oui, il est ennuyant. C'est pas qu'il est ennuyant, non, il a essayé d'être passionnant, on a fait plein de trucs, c'était drôle, mais ce que j'en retire moi à la fin, quand je fais le bilan, quand je prends mon carnet de notes, si je devais faire un résumé de ce stage sur mon blog, je ne pourrais pas. Parce que il n'a pas réussi à me transmettre. Et quand je discute avec les autres, c'est pareil, ils ont fait une bonne séance, c'était passionnant, lui était humainement intéressant, mais ce qu'on en retire pour notre pratique après est nul. Même si la personne est bienveillante, loin de là, mais enseigner, ça s'apprend. Et c'est quelque chose qui est difficile. Aujourd'hui, on valorise des compétences physiques, mais pas les compétences humaines dans notre société. Et l'enseignement, c'est la base de la compétence humaine. Réussir à transmettre la transmission. Ouais, carrément. Pour en revenir, en fait, aussi pareil d'enseignant, moi je dis souvent une chose, et ça peut être mal interprété des fois au début. Je dis que je laisse toujours aux gens une occasion de me décevoir. C'est-à-dire que mon premier abord, c'est si tu me dis que tu es maître, si tu me dis que tu es champion, si tu me dis que tu es le meilleur, etc., je vais toujours te croire. Et dès que je vais voir, peut-être je vais être déçu. C'est-à-dire que mon premier abord, il va être celui-là. Donc, par rapport au fait des maîtres qui se disent champion, enfin, très très bon, etc., moi, il y a une règle qui est commune, c'est simple, il suffit d'aller et d'essayer. Tu peux mentir à quelqu'un sur ton CV, sur ton truc, tu peux te croire à des choses, mais si on ne ressent rien de la part de la personne qui t'enseigne, s'il n'y a pas d'inspiration, s'il n'y a pas de passion, de motivation dans le truc, si toi, tu en ressors en étant pareil, ce que vient de dire Marvin, pareil que ce que tu es rentré au niveau humain, faut se poser des questions effectivement sur cette personne-là. Moi, j'ai eu pendant des années, j'en parle souvent, mais j'en ai un peu trop parlé d'ailleurs avec Manuel. Pendant des années, j'étais sous l'enseignement d'une personne un peu comme ça, là, qui avait la réponse à tout. Puis, quand on est sur Internet, voilà, il allait tellement loin dans son mensonge qu'il est allé jusqu'à inverser les polarités nord, sud, est, ouest, quoi, tellement il était parti. Il avait fait une erreur sur des représentations asiatiques des animaux célestes.
voilà, qui sont rattachés au nom Gomdo. Il a fait une erreur là-dessus. Et puis, pour rester dans son erreur, pour ne pas dire qu'il avait tort, il est quand même allé jusqu'à monter toute une théorie pour que ça puisse s'inverser, etc. Donc, Non, mais alors toi, tu n'as rien compris. C'est parce que la planète, elle est plate. c'est ça. D'accord. Oui, la Donc, Terre il faut est que plate. t'arrêtes. Il Non, faut mais que la t'arrêtes, réponse c'était, mais non, regardez. Arrête de chercher. Laisse-le chercher. C'est ça, c'était, allez, non, non, regardez bien. Vous avez pas bien regardé. C'était ça. Et c'était ça. Bon, c'était ça sur à peu près tout, mais c'était ça partout. Et voilà, au bout d'un moment, il faut se poser des questions, quoi. Sinon, alors, dans les arts martiaux, est-ce que c'est bien vu de parler bagarre? Ça dépend déjà qu'est-ce que c'est qu'arts martiaux, parce que si. Est-ce que c'est bagarre? Qu'est-ce que Voilà. c'est bagarre? Qu'est-ce que Est-ce c'est que c'est bagarre? Et qu'est-ce que c'est bagarre? Mais c'est vrai que. Genre, je sais pas, attaquer des gens qui ont rien demandé avec une barre en mousse pour voir comment ils vont se défendre dans la rue, quoi. Mhm. Je sais pas si vous avez vu ce genre de contenu sur Internet. Oui, Oui, de si, Ninja si. Game. Il y en a chez vous de ça. Oui, on en a. Non, On en a. Ouais. non. On les Non, non. nommera pas. On les nommera. Moi, je me souviens de la fin d'un festival des arts martiaux où il y a eu une remise d'un trophée, je sais plus combien de kilos abonnés. Et parce que ça vous plaît ce que je fais dans mon contenu, hein. Et là, un grand silence dans tout Bercy. Voilà. Bon, après, c'est des personnes qui ont passé des millions d'abonnés et qui ont énormément de vues. Donc. Et après, j'en suis sûr que même ce sont des personnes qui sont dans la vie super sympas, super intéressants dans leur recherche. Ouais. Mais le problème, c'est qu'on est dans une société où on confond beaucoup de choses et on veut beaucoup catégoriser les choses. Et les arts martiaux, ça doit être le machin vieux, en tenue, plus ou moins chiant, et peut-être même un peu bizarre. En tout cas, c'est pas efficace. C'est vrai que je vois des fois dans des groupes d'arts martiaux, Facebook ou autre, c'est vrai qu'on est en train de vraiment diviser les arts martiaux. Il y a un côté, il y a les arts martiaux, avec tout le côté ésotérique qu'il y a, toute la structure, maître et tout ça. Et il y a l'autre côté, il y a les mecs efficaces, il y a les mecs surentraînés qui sont efficaces, et eux, ça c'est pour le dojo. Et pour moi, c'est dommage qu'on est en train de tout diviser, parce qu'au final, un art martial, c'est hyper efficace, mine de rien. Mais voilà, encore une fois, ça dépend de la définition que tu as de l'efficacité. Voilà, comme on dit, quelqu'un qui tend la main à une autre personne qui a besoin d'aide, c'est un pratiquant martial efficace. Voilà. Même si on parle d'efficacité martiale au sens premier, et comme on va dire que 90% des gens l'entendent quand ils parlent d'efficacité dans les arts martiaux, à savoir apprendre à se défendre, pour moi, il n'y a pas d'art martial efficace. Il n'y a que des gens préparés correctement. Et il faut savoir que quand on a une agression, il y a 60% de chances que le corps fige naturellement sur des personnes qui sont actives sans se préparer mentalement, mais qui font par exemple de la course à pied ou des choses comme ça. 60% de chances que le corps fige, si je ne me trompe pas sur les chiffres, 20% qui fuient et 20% qui se défendent, qui combattent. Si on veut être efficace, le premier rôle de l'art martial, et donc je continue à être dans l'idée d'efficacité martiale. Je suis d'accord avec vous que l'efficacité martiale n'est pas seulement là, mais on va le prendre dans le sens premier des gens. Si on veut être efficace, il faut d'abord changer cette tendance-là. Et cette tendance-là ne peut changer que par la préparation mentale, physique. Le physique peut impacter le mental, mais ça ne peut évoluer que si on change le mental. Et ça ne vient que si on a quelqu'un qui nous permet de nous dépasser nos limites, tout simplement, et qui nous donne confiance. Quelqu'un qui a un très bon maître, mais qui ne lui donne pas confiance en lui, a moins de chances de se défendre que quelqu'un qui a un maître moyen, mais qui lui donne confiance en lui. Ça, c'est sûr et certain. Moi, j'en suis convaincu en préparation mentale aujourd'hui. Les athlètes que je suis, qui se plantent, c'est parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Leur prof est très bon souvent, mais il les rabaisse dans leur façon de faire. Et il y a des gens qui performent beaucoup plus parce que leur prof est moyen, mais leur permet de croire en eux. Et je pense qu'avoir confiance en ce que l'enseignant nous dit et nous donner les armes d'être confiant, c'est vraiment la clé. Oui. Ça, c'est une des clés pour un enseignant. Je ne sais pas comment ça se passe dans le système éducatif français, mais un des défis qu'on a, nous, avec les jeunes, c'est le message qui est véhiculé à l'école. Parce que nous, on leur enseigne l'autodéfense, mais quand tu arrives à l'école, ces temps-ci, là, au Québec, il y a eu un gros travail de fait dans les écoles au niveau de l'intimidation, donc le bullying, ces choses-là. Et donc, l'approche qui a été prise, c'est tolérance zéro, mais tolérance zéro même de se défendre. Donc, c'est un peu ridicule, là. Moi, mon fils, il commençait l'école, puis il se faisait dire, ben ouais, si tu es pris dans une bagarre, si tu te défends, tu vas perdre, c'est une école primaire, donc tu perds des étoiles sur le tableau.
ben, c'est ridicule. Là. Si ton fils se fait taper dessus, je m'excuse, s'il a appris à bloquer, il va bloquer. Puis je vais le signer son billet de motivation. Là, ça va me faire plaisir. Là. Ouais. Mais sauf que tu travailles contre l'école en faisant ça. Et j'ai eu des situations où un élève s'est fait taper dessus par 3 filles. OK? Puis il était quand même formé. Puis j'en ai parlé avec lui. Puis il m'a dit, mais j'avais peur de, si je me défends, puis je suis un peu plus grand, un peu plus costaud, blabla, c'est moi qui va avoir l'air du méchant. C'est moi qui va se faire expulser de l'école. Le système scolaire travaille un peu contre nous en tant que formateurs d'autodéfense. Puis on voit que c'est une grosse tendance de la société non violente. Et ça, c'est bien d'avoir une société non violente. Mais en fait, il ne faut pas ignorer que, en fait, on voudrait bien qu'il n'y ait pas de violence dans la société. Alors qu'en fait, la violence, elle est dans chaque personne. Elle est native. On est des gens violents, on reste des animaux, on reste basiquement violent. Donc, nier cette violence, c'est stupide, c'est hyper stupide. En France, on a le même problème de dire la violence, c'est pas bien, que ce soit à l'école de manière générale. À l'école, souvent, c'est non, il faut aller voir les adultes. Moi, j'ai été dans les cours d'école, hein, j'ai fait de l'animation scolaire et je suis formateur aussi sur le BAFA, etc. Et j'ai fait beaucoup de cours d'école hein, et beaucoup de groupements d'enfants. Et dans tout ce que j'ai vu à l'école, c'est que 90% du temps, il vaut mieux être une brute qu'une victime. Il vaut mieux. Parce que la brute, on va lui faire des problèmes, on va le machin, on va la sermonner, mais au final, la brute aura toujours cet ascendant psychologique sur les autres enfants. Elle aura toujours donc la violence prévaut toujours. C'est-à-dire lui, il est violent, donc je vais pas trop l'emmerder. Il est violent, donc je vais pas trop aller contre lui. Et puis limite, ça va être une star, etc. Donc on a cette considération-là. Puis on est dans une société aussi où maintenant, comme il y a beaucoup de gens qui font de la violence morale, quand on n'a pas la capacité soi-même, on n'a pas fait de grandes écoles de commerce ou qu'on n'a pas l'éducation pour pouvoir être moralement, pouvoir répondre à cette violence morale, beaucoup répondent par la violence physique et ça devient d'un coup intolérable parce que mon Dieu, ça fait juste 3 semaines qu'il le harcèle sur internet, l'autre il lui a pété la gueule. C'est lui le méchant parce qu'il a frappé. Mais ça fait 3 semaines que l'autre il a envie de se suicider parce qu'il se fait harceler sur internet, parce qu'il se fait humilier constamment à l'école. Moi j'ai subi en collège avec des violences, du harcèlement aussi. La violence morale est pire. Je ne sais pas si on peut dire qu'une violence est pire que l'autre, mais la violence morale est autant à prendre en compte que la violence physique. Absolument. Oui, complètement. Et cette violence morale, moi après je fais beaucoup de cas dans mon enseignement, il se base surtout sur le fait de ne pas avoir de violence morale. Puisque dans les écoles d'arts martiaux, comme dans tous les regroupements de personnes, au bout d'un moment se créent des cercles, qu'on appelle les fameuses affinités, les machins, etc. Et donc moi, régulièrement, je casse ces cercles-là. Je dis voilà, vous arrêtez, il faut aller accueillir les autres, c'est votre devoir en tant que gradé, etc. Donc je me sers de l'art martial, de la structure martiale, pour que les gens restent constamment ouverts à l'autre. C'est compliqué parce que des fois on va contre des amitiés, on va contre des trucs. Au final c'est positif parce que moi mon club il s'est jamais affaissé, effondré, il est toujours allé vers le haut. Mais c'est un travail constant et l'être humain il est foncièrement pas fait pour être cool avec son prochain quoi. C'est ce qu'on voit. Donc voilà, cette violence-là, pour moi, elle est aussi à considérer autant dans la vie scolaire que dans la vie, etc. C'est non violente, mais une violence, quel type de violence Fin du monologue. Mais je te rejoins à 100%. D'ailleurs, l'agression est définie même moralement, en fait. L'agression peut être morale. Alors, pas du point de vue de la loi, mais d'un point de vue, donc, dans les études qui sont faites sur l'agression, c'est le cas. Et c'est André Cognard qui a dit dans une de ses interviews, je crois que c'est Seido qui l'a publié, si quelqu'un vient m'agresser, j'ai forcément quelque chose à voir avec lui. Et ça, je trouve ça très intéressant. Parce que ça veut dire que, et on le sait aujourd'hui, on ne choisit pas sa proie par hasard. Et du coup, les arts martiaux nous apprennent, par exemple, je prends un exemple concret, tiens-toi droit. En combat aujourd'hui, en confrontation, personne ne se tiendrait droit. Je pense que parmi vous, personne ne va se tenir. Si un jour il y a quelqu'un qui est en confrontation, on va tous rentrer la tête et se protéger. Et pourquoi on nous apprend à nous tenir droit? Parce que dans la rue, aujourd'hui, celui qui va se faire emmerder, c'est celui qui va se tenir comme ça. Ce n'est pas celui qui va se tenir droit, qui va avoir un chisé correct. Donc, c'est-à-dire qu'à travers des éléments techniques, on nous apprend des éléments qui sont en fait mentaux. Quand on aligne le corps, qu'on se tient droit, mentalement, là-dedans, on est moins susceptible, par exemple, d'être en dépression.
Oui, Ça, c'est ce qu'explique Anthony Robbins dans son livre sur la PNL. Oui. Donc, voilà, je pense que après, ça, c'est sur le thème de l'autodéfense, il faut vraiment, je suis d'accord avec toi, le mental y est à 100%, et le fait qu'on fasse attention à la posture, à l'agression mentale, c'est-à-dire qu'il faut du coup qu'on se prépare mentalement à être déjà dans une posture de personne qui ne se fait pas agresser. Et moi, je dis à mes élèves, je dis souvent à mes élèves, j'arrête le cours parce que des fois, ils se tiennent mal, ou des fois, la première garde n'est pas bonne. C'est-à-dire que la garde, en sabre, nous, ça se voit beaucoup, puisque le sabre, selon qu'il soit vraiment devant toi ou un peu plus ramené, on ressent beaucoup ce côté rentrer sur lui ou aller voir vers l'extérieur. Et souvent, je leur dis, mais voilà, ayez l'air, quoi, soyez droit, projetez votre garde, etc. Parce que les lionnes, dans la savane, n'attaquent pas le buffle surpuissant, le mâle dominant du truc. Il va prendre le machin malade qui court à peine et qui boite à côté. Mais oui. Ou le dernier du troupeau qui court. Parce qu'elles vont pas aller se faire chier à courir pendant des kilomètres, tu vois. Elles ont envie de bouffer. Donc effectivement, il y a ce qu'on appelle le reptilien, parce que par exemple, Cropper s'utilise beaucoup comme langage. Oui. Le cerveau reptilien, mammifère, néocortex et tout ça. C'est à le sortir, voilà. Donc le cerveau reptilien, c'est aussi ça que les agresseurs, ils sont pas de plafond généralement. Ils viennent juste avoir un pouvoir et ils viennent chercher la bête malade. Après, tu as ceux qui ont des problèmes et on voit. Et par contre, je voulais dire aussi par rapport à la loi, il y a aussi la loi sur le harcèlement moral. Oui, qui est sortie en 2016, je crois. Elle est récente. Hein, non, c'est sur Internet. C'est sur Internet, pardon. Le harcèlement moral sur Internet avec la petite. Le harcèlement moral au travail, c'est vraiment ancien. Enfin, moi, j'avais fait déjà un truc en 2000. Alors que, en 2000, je pense que j'étais en seconde au lycée, j'avais fait une espèce d'exposé là-dessus, mais qui est défini par la dégradation involontaire ou volontaire des conditions de travail. Par contre, c'est hyper dur à prouver, tu vois. Comme c'est de la violence morale, c'est hyper dur à prouver. Et en fait, il y a cette relation de donneur et de preneur. Il y avait une vidéo là-dessus qui était intéressante. Il y a des donneurs, il y a des preneurs, il y a des appariteurs, je sais plus, qui suivent la tendance. Il y a les donneurs, c'est ceux qui sont gentils. Les preneurs, en gros, c'est les méchants. Et moi, ce que j'ai constaté, c'est que dans toute relation, tant que le donneur donne et que le preneur prend, tout va bien. Quand le preneur arrête de prendre, rien ne change, tout va bien. Par contre, quand le donneur arrête de donner, c'est là qu'il y a conflit. Donc en fait, quand la victime arrête d'être victime, c'est là qu'il y a conflit. C'est-à-dire que du moment que toi, tu vas te défendre contre un agresseur, c'est là que la société ne tolère plus cette relation. La société tolère la relation entre agresseur qui va toujours agresser la même personne, mais quand l'autre se défend, tout d'un coup, ça remue, ça fait sortir des choses, et moi, on veut surtout pas ça. Donc du coup, voilà, je pense que la société de nos jours, elle est vachement en faveur des agresseurs, plus qu'en faveur des victimes. C'est mon ressenti. Mais ça se voit même d'un point de vue juridique. En tout cas, je ne sais pas ce qu'il y en est pour le Québec. Oui, vas-y. Voilà, c'est ce que j'avais posé la question. C'est au niveau de la légitime défense au Québec. Ça se passe comment, la légitime défense? C'est compliqué à prouver pour vous ou pas? Tu vois, c'est drôle parce qu'il y a tout un débat qui vient d'arriver ici dans les dernières années, mais aussi, il y a eu des échos en France avec toute la vague du MeToo puis du Balance ton port, tous ces trucs-là. Il y a 2 gros noms du Star System québécois qui ont été mis en procès. Je ne les nommerai pas parce qu'il y en a un de ceux-là qui a tendance à poursuivre les gens qui le nomment, mais disons qu'il présidait un festival humoristique. Et il a été accusé de viol et d'agression sexuelle par plusieurs femmes. Et il vient d'être acquitté. Et malgré que tu as 10 femmes qui le dénoncent pour agression et viol et toutes sortes de trucs, il est acquitté parce que c'est du ma parole contre ta parole. Donc, c'est souvent du circonstanciel. Donc, il est là le problème dans l'agression, que ce soit physique, sexuelle ou verbale. Si ça ne laisse pas de traces, c'est souvent du ma parole contre ta parole. Et là où il y a de la nouveauté, c'est quand c'est de la cyber-intimidation. Par contre, dans les dernières années, on a vu des cas de jeunes qui se sont fait accuser aux criminels parce qu'ils avaient poussé d'autres adolescents ou adolescentes au suicide à force de faire de la cyber-intimidation constamment, puis de la rabaisser. Des jeunes, des adolescents, adolescentes qui se sont suicidés. Et puis ça, maintenant, ça laisse des traces. C'est ça que les jeunes, il faut leur enseigner, ça. Puis ça fait même partie de mes cours. Moi, maintenant, j'en parle de cyber-intimidation
autant comment répondre et comment je ne veux pas voir mes élèves être du mauvais côté de la clôture. Si tu fais du bullying sur Internet, sur Facebook ou TikTok ou Instagram, ben, c'est la même chose que si tu le faisais dans la cour d'école. Tu es aussi répréhensible. Et il faut il y a cette prise de conscience, il y a cette prise de conscience de nos jours aussi. Notamment, il y a eu le procès Marvel Fitness là, qui est chronique sur Internet. Il a été condamné à 2 ans de prison, mais qui est sorti maintenant. Oui, il est sorti, il recommence. Après, il fait son affaire, quoi. Mais en tout cas, ça fait un précédent et c'est de plus en plus mis en avant. Après, c'est vrai que moi, je vois beaucoup, on le sait, hein, cet anonymat d'Internet permet de faire tout n'importe quoi. Après, tout ce qu'on va y gagner à cette histoire, c'est qu'au bout d'un moment, le gouvernement va demander des lois qui seront liberticides et on ne pourra plus s'exprimer librement sur Internet sans être fliqué. Mais je pense qu'il faut trouver l'équilibre. En fait, Internet, ce que tu exprimes sur Internet, c'est comme si tu l'exprimais sur la place publique. Donc, à partir du moment que ça, c'est pris en compte dans la loi, là, avec tout le débat autour de la pandémie, avec tous les conspirationnistes de ce monde, il y a des gens qui commencent à réaliser que non, tu ne peux pas dire n'importe quoi puis menacer le premier ministre de mort parce que la Sûreté du Québec va cogner à ta porte. Ce que tu dis sur Facebook, c'est... Ça, c'est bien, parce que des fois, on a pareil, sur les vidéos d'arts martiaux qu'on peut publier, des fois, on a des commentaires qui sont complètement stupides. Qui ont vraiment que ça à faire, quoi. Des fois, tu as des commentaires, tu te dis, mais pourquoi Et pourquoi tu perds du temps à écrire ça, enfin Pourquoi Moi, j'ai déjà eu une fois dans une vidéo, mais ça date de longtemps, c'est « Ta vidéo est nulle, va te pendre. » Pourquoi? Explique-moi. Argumente au moins. Et le mec, il a quand même fait une vue. Tu vois ça, juste pour boucler la boucle avec le sujet de tantôt, on parlait de la monétisation puis du Patreon, tout ça. Puis j'ai entendu un humoriste qui parlait du Patreon, des commentaires sur Patreon versus les commentaires sur YouTube. Puis il dit, tu sais, les gens, quand ils payent pour te supporter, ces gens-là vont être respectueux parce qu'ils te donnent des sous pour ton projet. Et donc, automatiquement, ils ont du respect pour toi. Puis les gens qui ne payent pas pour ton contenu, eux, se permettent de venir te dire de la merde. C'est dingue. Pourtant, idéologiquement, ça devrait être l'inverse, tu vois. Ben oui. Mais non. C'est le principe de cohérence. C'est le principe de cohérence, en fait, c'est le fait que si vous avez validé un truc, vous êtes obligé, enfin, votre cerveau fait que vous continuez. D'ailleurs, c'est pour ça que dans les appels téléphoniques, on vous pose 3 fois une question par laquelle vous pourrez répondre par oui facilement. Oui, bonjour, vous êtes bien monsieur un tel, vous habitez bien un tel et vous êtes propriétaire parce que vous avez une maison. Vous avez répondu 3 fois oui, et bien mentalement, ça va être très difficile de dire non. Oui, et puis ça ramène à un truc sur le. Enfin, moi, je vois souvent, et ça m'énerve au plus haut point, c'est que quand tu as validé, effectivement, tu valides, tu ne veux pas revenir en arrière, donc une fois, tu vas te fourvoyer, mais un truc de malade. Les gens se fourvoient et ils n'osent pas dire qu'ils se sont plantés. Et donc, du coup, ils vont accepter tout n'importe quoi et ils vont faire des grosses conneries. Bref, moi, j'ai perdu des amitiés pour ça. Des gens parce qu'ils l'ont validé une fois et qu'ils ne veulent pas lâcher l'affaire. C'est là que les arts martiaux sont importants. C'est là que les arts martiaux sont importants. On est toujours obligé de reprendre la base. On était sûr d'un truc et on est obligé de repartir en arrière. Quand tu fais ton mouvement depuis 10 ans et puis qu'on te dit ouais, mais non, mais là, c'est pas bon, il faut que tu recommences comme ça. Ah, ben tant pis. Soit tu te casses, soit tu recommences. Parce qu'en fait, l'effet est là ou il n'est pas. Et quand il n'y a pas l'effet, il n'y a pas l'effet. Tu vas pas l'inventer. Moi, c'est pas en sabre, on dit souvent ça coupe ou ça coupe pas. Et quand ça coupe pas, ben ça coupe pas. On va pas l'inventer. Après, du point de vue mental aussi, il y a Julien qui fait les vidéos, par exemple, je rebondis, mais les vidéos où on s'entraîne en extérieur. Ça, par exemple, pour préparer à l'agression, je trouve ça super parce que les gens ne prennent pas conscience de tout ce que ça apporte. Mais si on parle d'efficacité, encore une fois, martiale, du point de vue autodéfense, quand on est capable de s'entraîner dehors, on a une confiance en soi qui est complètement différente. Et on va avoir une façon de se mouvoir qui va être différente. C'est comme quelqu'un qui a fait du saut à l'élastique, quelqu'un qui a fait des épreuves comme ça. On le voit, ils ont moins peur et ils vont mieux gérer le stress. Et tout à l'heure, vous parliez de cerveau reptilien. Donc, on dit aujourd'hui que sous stress, à tant de BPM, on ne peut plus faire tel type de geste. À tel BPM, on ne peut plus faire de type de geste. Je pense que pour quelqu'un qui n'est pas entraîné, c'est vrai. Je pense que pour quelqu'un qui est entraîné correctement, ça peut changer. Ah bah oui. Par exemple, et c'est vrai que c'est Léo Tamaki qui en parlait dans une de ses vidéos et qui disait le pilote de chasse, forcément, il va avoir le cardio qui va monter, le rythme cardiaque qui va monter, et pourtant, il faut qu'il reste hyper précis, le mec.
Et il y en a plein des gens comme ça qui. On voit dans les forces spéciales, ils ils sont entraînés à être sous condition de stress. Souvent, des fois, ils ont des épreuves où on va leur faire du cardio. Et maintenant, OK, il faut que tu visualises ça, que tu le mémorises, retourne au terrain, tu fais ça. Maintenant, tu vas travailler en situation de stress. Et voilà, on va dire, on doit être capable en tant que pratiquant de sous stress, de pouvoir le stéréotype qu'on voit dans les films d'horreur où la fille, elle court, elle n'arrive pas à mettre le clé dans la porte. Ah, on a perdu Franck. nous, faut quoi. Moi, je suis là. On doit pouvoir, sous stress, pouvoir prendre ses clés, ouvrir sa porte, pouvoir jongler. Voilà, c'est savoir s'adapter. Et c'est ça. Et là, je pense que les arts martiaux ont un vrai rôle à faire parce qu'on nous demande une propreté technique à un moment donné où on est sous stress. Après, ça dépend toujours des écoles, ça dépend de plein de choses. Mais moi, pardon. Non, vas-y. Je dis, moi, typiquement, il y a eu des enlèvements de gamins pas loin de chez moi il y a quelques années. Les parents demandaient si on pouvait faire quelque chose pour les enfants. Je leur ai fait exactement ce que tu as dit, c'est-à-dire, vous me faites des sprints et vous devez mémoriser la plaque d'immatriculation et me la restituer. Et du coup, moi, j'avais affiché une plaque d'immatriculation qui changeait à chaque fois. Et du coup, les gamins, ils devaient être capables de visualiser une plaque d'immatriculation si un de leurs copains se faisait enlever. Et je pense que ça, c'est à nous de l'adapter aux besoins du moment, selon le cadre dans lequel on vit. Moi, je savais qu'il y avait des enlèvements. Effectivement, je fais du jiu-jitsu, c'est pas mon truc, mais j'ai pris un quart d'heure pour leur faire ça. Je leur fais faire de temps en temps, je leur fais monter le cardio, je leur montre un truc, ils doivent le refaire de suite. Et je pense que là, on a un vrai rôle aussi à jouer sur la gestion du stress et la gestion de l'environnement. Et je pense que là, c'est un des problèmes. Nous, c'est mal vu quand on fait des cours d'arts martiaux en extérieur, et surtout si on n'est pas en kimono, par exemple, en kaikogi. Je vais me faire taper parce que j'ai tendance à dire kimono, moi. Donc... Ah là là, c'est pas bien. Ah ouais, je sais pas bien. Pyjama en pyjama, ouais. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est vrai que si je fais un stage d'application, déjà, c'est mal vu parce que c'est pas du jujutsu à proprement parler. Il y en a certains qui vont critiquer. Est-ce que déjà, vous en faites et qu'est-ce qui se passe quand vous en faites? Est-ce que vous avez des critiques? En fait, pour parler de nous, dans l'enseignement des enfants, c'est même le cœur de ce qu'on leur enseigne parce que je vais pas enseigner des techniques de cassage de genoux à des enfants de 5 ans, là, c'est clair. Donc, on leur enseigne des techniques de base qui vont servir dans une situation de cours d'école pour se libérer de quelqu'un qui m'empoigne, pour se libérer de quelqu'un qui m'empoigne le bras, toutes sortes de situations. Mais on va aussi beaucoup mettre l'emphase sur tu te promènes dans la rue, il y a un adulte qui t'agrippe. Qu'est-ce que tu fais? Quelle réaction tu devrais avoir? Qu'est-ce que tu devrais dire? Est-ce que te mettre à pleurer, est-ce que c'est une bonne idée? Non. Pourquoi? De tout leur expliquer cette mise en situation-là, ça les forge à savoir comment réagir dans une situation d'enlèvement, par exemple, ou s'ils sont perdus ou si peu importe, où ils font face à de l'intimidation. Dans une garderie, si j'enseigne dans une garderie à des enfants de 3, 4 ans ou 5 ans, c'est évident que c'est plus des situations de faire face à l'intimidation puis faire face à un enfant qui me bouscule. Donc, mais ça, c'est super formateur parce que ces enfants-là, ils vont grandir avec une force mentale et avec une façon de voir le monde qui est différente. Puis c'est ce que j'espère, en tout cas, qu'on leur apporte. Oui, complètement. Oui, puis même les adultes, en fait, pour faire un lien avec ce qu'on disait tantôt, je pense que c'est le plus gros apport des arts martiaux. À la quantité de techniques qu'on voit dans le karaté ou dans les arts martiaux en général, c'est évident que tu ne les retiendras pas toutes, puis qu'en situation de défense, c'est pas tout qui va te venir en tête, mais tu vas avoir un instinct, tu vas avoir des réflexes, tu vas avoir une conscience, de prendre conscience de ton environnement, utiliser ce qu'il y a autour de toi, quoi dire, quoi faire, comment te tenir. C'est ça le plus gros acquis. Peu importe le style que tu pratiques. Ne pas se battre, ne pas subir. C'est d'aller vers cette plasticité, cette adaptation au changement, que le changement soit très brusque ou short. Préparation mentale, comme ce que peut évoquer Marvin souvent dans son contenu. Et puis aussi une préparation physique, par exemple, la mobilité déjà est une chose à leur enseigner, quoi. Parce que c'est super intéressant déjà de pouvoir se mouvoir. Après, les armes, ils les trouveront. Et ce qui est intéressant dans le principe, moi par exemple, il n'y a pas de self-défense dans les non-gomdo, puisque c'est un art martial brut. Mais comme on fait du face-à-face, on a ces problématiques de distance, on a ces problématiques de tension, timing et tout ça. Et on travaille énormément sur la mobilité, puisqu'on a des postures assez spécifiques par rapport au sabre, et des mouvements, des enchaînements, etc. Et donc, du coup, travailler sur l'adaptation au changement, quoi. Après, les armes, ils les trouveront pas. Après, moi, comme je disais déjà avant, j'enseigne quelques basiques, des coups de poing, des coups de pied, histoire
Mais je préfère leur enseigner, c'est ce que j'aime en fait, pouvoir leur apporter cette plasticité consciente, tu vois, cette ouverture à l'adaptation et au changement. Ouais, c'est ultra important ça. C'est ce qui permet la survie, s'adapter. Surtout, ce qu'on voit dans la société, c'est que les gens sont tellement dans leurs habitudes, que ce soit mentalement ou physiquement. Et quand tu leur montres qu'il suffit de leur dire, bah non, tu vois, ce week-end tu viens à tel événement, bah non, pourquoi? Bah parce que si, ça, tu peux le faire après, viens. Enfin, ouais. Et puis, ouais, peut-être, et puis ils viennent une fois, et puis après, mais oui, c'est vrai, on peut changer ses habitudes. C'est important ça aussi. Par exemple, des fois, nous, on le fait au dojo, surtout sur les débutants. Par exemple, si on fait des katas, des tao, des pomse, on a tendance à les faire sur la même direction de mur. Et donc, il y a presque le cerveau qui se met en mode automatique. Je vais tourner. Ok, maintenant, on se met dans l'angle. On le voit. Alors, les débutants, ils ont pendant 10 secondes. Attends, limite, il faut qu'ils retrouvent leur droite, leur gauche. Ok, c'est bon. Et ça, c'est intéressant de savoir, comme on le dit, de s'adapter. Et c'est intéressant des fois de changer ses routines ok, mon kata, j'ai tendance à le faire là. Ok, maintenant, je vais le faire comme ça. Ouais. J'encourage beaucoup mes élèves à faire la démonstration. C'est une chose qu'on fait beaucoup, nous. Parce que, en fait, pareil, la démonstration, c'est vraiment... c'est autre chose que le combat, mais c'est un facteur super stressant. Complètement. Stress, en fait, d'être en face de plein de gens. Et moi, j'ai remarqué, pour moi, c'est très formateur de dire, de regarder, de sentir le public, sentir les réactions des gens qui regardent. D'essayer de renverser la température pour qu'il y ait un effet waouh, effectivement. Et ça, c'est génial. Et au début, le parcours des élèves qui rentrent dans l'équipe de démonstration et qui en font de plus en plus, au bout d'un moment, ils sont un peu blasés, limite. C'est bien, ils ont acquis ce côté... Tu vas arriver sur un terrain qu'on ne connaît pas, avec des gens qu'on ne connaît pas, avec un programme imposé, mais avec la liberté de se dire si ça ne marche pas, on peut modifier. Des fois, il y a ce côté adapté. Des fois, on a fait pas mal de télétons, donc on faisait des démonstrations pour le téléthon. Et des fois, mon père, donc l'ancien de l'école, des fois, il nous disait on va faire ça pour le téléthon, d'accord, on fait ça. Et à ce moment-là, vous verrez. Vous verrez ce que je ferai et vous suivrez. Mais mon père fait beaucoup ça, mais c'est parce que c'est une feignasse. Et là, tu te dis, ok. Et donc, c'est pour ça, il y en a qui sont anti. On parlait du sujet, qu'est-ce qui est bien dans les arts martiaux, qu'est-ce qui est mal et tout ça. Et il y en a, tu dis, tu fais des démonstrations. Pourquoi moi, c'est mal vu. Des fois, c'est mal vu, c'est mal perçu. Pourtant, traditionnellement, au Okinawa, tu vas retrouver des démonstrations. Le milieu tradi, c'est mal vu. Pourtant, on retrouve des démonstrations à Okinawa, au Japon. Et si on le prend que pour se mettre en avant, c'est sûr. Les pratiquants de Katori Shintoryu, sur une démonstration, ils ont refusé, sur une initiation, ils ont refusé un micro, quoi. Pour qu'on les entende. Alors qu'il y avait un bordel à côté pas possible, ils ont dû hurler pendant tout le truc. Non, mais voilà. Donc non, traditionnel, mais c'est bon, t'étais un manga. Oui, déjà, si t'as fait ce pas-là, voilà. Mais du coup, je trouve les démonstrations que, mine de rien, si on enlève le côté pour ou contre, showbiz, pas showbiz, c'est un outil de progression et de travail, comme tu disais, Franck, ok, je vais arriver à la démonstration, je dois gérer mon stress, je dois gérer est-ce que j'ai bien appris le travail, est-ce que j'arrive à le mettre en condition malgré mon stress. On a tendance, sous stress, à avoir la vision qui se ferme. Donc, non, là, essayez de regarder le public, de, comme tu disais, écouter leurs réactions. Parce que des fois, avec le stress, on a l'audition qui baisse. Donc, ça peut être un vrai outil de travail. Pour moi, c'est... Et puis, si on parle de martialité militaire, la guerre, je sais pas, moi, il y a une époque où les gars, ils arrivaient sur le champ de bataille avec des tambours, avec des fanions, avec tout un bordel pour impressionner les gens, en fait, en face. Souvent, on le voit, Miyamoto Musashi en parlait dans le Gorin no Sho ou plein d'autres. Des fois, le combat s'arrêtait là. Donc ils arrivent, ils se rendent compte. Comment j'arrive il y a des stratégies. On y va ? Non, on n'y va pas. Bon, d'accord, on négocie quoi ? Et puis voilà. Combat, pas de mort. Ou alors, ils étaient face à face et ok, je m'incline, t'as gagné. Parce que comment il est arrivé, quelle posture il a imposée, quelle attitude mentale, des fois, ça y joue. La posture, comme on disait, est primordiale. Comment se déplacer, Quand on parle de self-défense brute, le meilleur combat, c'est quand même celui que tu as évité. Absolument. En fait, un couteau est caché, un truc est caché, un truc est pas là. Donc, si toi, tu as réussi à voir le truc et à esquiver. Après, si tu vois un mec qui se balade bizarrement dans la rue, t'esquives, puis tu appelles la police derrière. Mais voilà, ça c'est une façon de faire qui est peut-être pas épique, comme certains voudraient le montrer, mais en tout cas qui est citoyenne et responsable.
Puis l'autre chose qu'il faut arrêter aussi là-dedans, c'est de faire croire aux gens que l'agression les guette à tous les coins. Là. Oui, la société moderne est moins violente qu'elle n'a jamais été. La société humaine est moins violente qu'elle n'a jamais été statistiquement. Oui. Fait qu'il faut arrêter là, de faire comme si champ de bataille, à tous les coins de rue, tu vas te faire attaquer. Ouais, moi, quand je vois des vidéos où les mecs ils montrent des systèmes de projection de pistolets à gaz, des couteaux cachés partout, des sabres, machin, qui font ça sur des chaînes d'arts martiaux. Après, on va dire que je suis critique sur cette chaîne, alors que. Mais c'est dommage, parce qu'il y a des contenus spécifiques du paramilitaire ou de la guérilla urbaine, c'est cool, mais en quoi ça améliore l'être humain, en fait? Ou alors, il faut faire un équilibre. On va dire, on a le grand symbole, les gens lambda qui ne sont pas pratiquants d'arts martiaux. Quand on parle d'arts martiaux, ils voient tout de suite le yin-yang. Pour moi, il y a un équilibre. J'en avais fait une vidéo où j'avais parlé du principe Zanshin. Zanshin, c'est être attentive. Être attentif Donc les gens, du coup, on le tourne tout de suite. Il faut être Zanshin aux agressions, à qu'est-ce qui nous entoure de négatif. Non, c'est Zanshin aussi de tiens, regarde, dans cette soirée-là, il y a une personne qui n'a pas trop parlé. Je vais aller la voir, peut-être qu'elle n'est pas bien. Zanshin de putain, là, le temps il est pourri. Non, mais regarde, c'est quand même joli, il y a ça. Ouais, mais il y a 2 poubelles. Non, mais regarde, il y a des jolies fleurs là. Voilà. Et pour moi, dans les arts martiaux, il faut toujours, pour moi, enseigner les deux. Oui, ça peut arriver les agressions, on va pas se leurrer, il y en a. Mais voilà, il y a du beau aussi, donc il faut être vigilant, neutre, vigilant à toutes les choses qui nous entourent autour de nous. Pour moi, je ne suis pas contre le truc de parler d'agression, qu'effectivement un couteau peut arriver, mais pour moi, on doit dire aussi aux élèves, voilà, quand vous sortez de dojo, voilà, prenez soin de vous, prenez soin des autres et aussi prenez le temps de voir ce qu'il y a autour de vous. Moi, il y a quelque chose qui me dérange quand on parle d'agression, je ne sais pas si c'est le cas pour vous. On confond plusieurs choses, en fait. Pour moi, souvent, quand je vois ces vidéos-là, on confond l'agression, on confond la bagarre de rue, on a commencé à parler, et on confond l'assassinat. Le mec, moi, le mec qui veut assassiner quelqu'un, il assassine. Je vais être honnête. Voilà, le mec, il va arriver derrière, il te surine. C'est arrivé à mon voisin, il y avait un mec qui les attendait au bus, il est monté dans le bus, le mec, il avait un couteau, il a transpercé la cuisse. Bon, heureusement, il a rien eu de grave, mais voilà. Le mec qui veut t'assassiner, il t'assassine. Donc là-dessus, nous, on ne peut rien faire. Même la prévention, je veux dire, bien Musashi, il était très fort, soi-disant, il voyait le mec derrière sa tête. Mais bon, voilà. Après, le mec qui vient chercher la bagarre, c'est encore autre chose. C'est que déjà, il y a eu une escalade. Donc nous, on doit travailler avant. Là, c'est ce dont vous parliez, la plasticité. L'agression réelle, c'est pas la même chose. Le mec qui vient pour te frapper ou pour te voler ton portefeuille, il y a encore une autre posture. Et le problème, c'est que comment on les aborde, nous, dans les dojos, ces postures? Et là, je pense que c'est une question qu'on doit se poser aussi. Complètement. On doit vraiment se poser, parce qu'il y a des dojos où on choisit de ne pas les aborder. Moi, je sais que Armand Vallée, le fondateur de l'école, avait un cours, quand il avait son propre dojo à Bordeaux, il a fermé, la plus vieille école de Bordeaux a fermé, du coup. Je crois que c'était le plus vieux dojo à l'époque. Mais il faudra vérifier. Mais il avait un cours dédié à ça, parce que les gens lui avaient demandé. Mais il avait un cours parce que lui, il avait formé des gardes du corps. Comment on se positionne si on te demande ça? Oui, carrément. Maintenant, est-ce que moi, je le fais, par exemple, moi, je le fais dans certains cours de temps en temps. Mon frère qui enseigne la même discipline que moi ne le fait pas parce que ça ne lui parle pas. Je pense qu'il faut qu'on soit intègre aussi par rapport à ça. Je ne sais pas, vous, comment vous vous positionnez par rapport à ça. Mais carrément, nous, parce que voilà, souvent, il y a les gens, quand ils débutent les arts martiaux, il y a de grandes façons de rentrer dans le dojo. Il y en a qui vont rentrer pour savoir se défendre. D'autres, voilà, je vais apprendre quelque chose pour prendre confiance en moi, tout ça. Mais quand les gens, c'est vrai qu'on parle d'agression, on leur dit des fois dans notre dojo mais quelle agression tu parles? Parce que mine de rien, voilà, il y a l'agression, si tu es une femme, il y a l'agression sexuelle. Si tu es un homme, ça peut être l'agression, ce qu'on appelle de rituel. Voilà, dans une soirée, il y a une fille, on est 2 hommes, on joue. C'est pas pareil, on va pas avoir, nous, nos mêmes réactions. C'est pour ça que des fois, on est trop basique. Je veux apprendre à me défendre. Ouais, mais défendre contre quoi? Quand on dit, des violences morales, violences physiques. Mais quelle violence physique? Entre le mec, entre un mari qui bat sa femme et le vieux oncle un peu bourré, qui est un peu lourdeau avec la tante, c'est pas les mêmes agressions. Et selon comment on va réagir, aussi bien on va rendre l'agression basique, on va dire, qui était juste du rituel, le mec un peu lourdeau, on le calme, ça s'arrête là, à une mauvaise réaction de notre part, et ça part, il y a un couteau qui sort et ça empire la situation. Des fois, c'est OK, dans quel niveau d'échelle d'agression je me place? Est-ce que c'est une agression comme ça ou comme ça?
pour éviter de l'empirer au contraire. Tout ça pour dire au final que désolé, je résume. Il faut pas limiter les arts martiaux enfermer les arts martiaux et les opposer forcément à la self-défense et à ce qu'on voit dans les gros contenus. C'est pas parce qu'un contenu est plus violent et répond à une peur qu'on a tous au fin fond de nous, de se faire agresser, etc., que forcément il est plus pertinent. Il ne faut pas non plus laisser certaines personnes enfermer un mot dans une signification. Puisque le mot efficacité, par exemple, selon le contexte, il a vraiment différentes... il a une même origine, mais selon le contexte, il a différentes significations. L'efficacité par rapport à faire le meilleur yaourt, c'est pas l'efficacité par rapport à être en combat, c'est pas l'efficacité par rapport à être une meilleure personne. Voilà. Ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait beaucoup d'agressions morales et à quel point est-on formé pour répondre à l'agression morale. Ça nous fait plaisir de voir des gens qui arrivent à frapper quelqu'un, parce qu'au final, qu'on aimerait bien faire, quoi. C'est notre vision idéale, de dire on peut se défendre de tout le temps et on peut être les plus forts. Mais voilà, même si ça nous rassure, c'est pas forcément ce qu'il faut chercher. Après, oui, c'est vrai que quand on a envie de se détendre, c'est plus fun de regarder une vidéo de Greg MMA que de regarder une vidéo d'1 heure qui parle de mecs qui se défendent par la pensée parce qu'ils ont vu le truc.